Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint le webinaire d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Enchanté, je m'appelle Axel Philibert. Je travaille pour la société Matricon OPC. Je suis basé en France, à Montpellier, plus particulièrement dans le sud. Et aujourd'hui, l'objet de notre webinaire va être déjà la technologie OPC dans sa globalité, mais aussi la configuration et l'utilisation du tunneler. Si vous ne connaissez pas encore le tunneler, nous allons voir à quoi il sert et comment aussi le configurer. Nous allons aborder, du coup, premièrement, une rapide présentation du logiciel, puis on va passer à la seconde partie, une démo. Ne vous inquiétez pas pour l'enregistrement de ce webinaire. On va le faire de notre côté et on vous l'enverra à la fin de l'heure. On va à peu près d'ailleurs en avoir pour, je dirais, 45 minutes environ aujourd'hui. Allez, comptez une petite heure. N'hésitez pas aussi à écrire vos questions dans le chat. On tâchera d'y répondre à la fin avec mon collègue Hugo, parce que c'est vrai, en présentant et en répondant en questions, c'est un petit peu compliqué. Dans la seconde partie, on va jouer avec quelques logiciels durant cette démo. On va pouvoir aussi vous envoyer le link de tous ces logiciels si après vous voulez réitérer tous ces tests dans votre coin, vous allez pouvoir. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Hugo, mon collègue. Il va se présenter à son tour. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Jondot et je suis IT manager chez Matricon France. Donc, comme mon collègue, nous sommes basés à Montpellier et je vais m'occuper de la démonstration technique. Sans plus attendre, je redonne la parole à mon collègue afin qu'on commence à vous présenter donc les bases de l'OPC, DA et UA. Et enfin, je reviendrai pour la première démonstration technique. Merci Hugo pour ta présentation. Pour parler un petit peu de l'aperçu de la formation d'aujourd'hui, nous allons premièrement reprendre les bases de l'OPC, l'OPC-DA et son évolution, l'OPC-UA. Nous allons voir aussi les fonctionnalités de la technologie OPC, mais aussi ses limites. On va pouvoir enchaîner sur une présentation du tunneler dans une architecture dite classique, mais aussi en tant que passerelle OPC-DA vers OPC-UA. Et pour finir, nous allons faire une démo pour allier un petit peu théorie et pratique sur des machines virtuelles. On va faire des connexions, les simuler des cas à distance et en local. Je vais déjà répondre à une question. C'est la technologie OPC, c'est quoi? Eh bien, simplement, le but de la technologie OPC est de connecter diverses applications industrielles entre elles, comme par exemple des SCADA, des MES, des automates, des DCS, des bases de données, des balances, des turbines, et donc aussi de limiter les problèmes de communication entre ces équipements qui peuvent être souvent de différentes marques, Schneider, Siemens, Rockwell. Car oui, en effet, dans l'industrie, chaque équipement, et selon bien sûr son fabricant, nativement ont leur propre protocole de communication. Ça peut être du Modbus, du Alan Bradley, etc., etc. L'idée vraiment de l'OPC technologie est de standardiser la communication afin de simplifier cette connexion, sans se soucier des divers fabricants, des applications qu'on veut connecter entre eux. Pour parler maintenant des bases de l'architecture de l'OPC, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OPC possède une architecture dite client et serveur. Dans toutes les architectures OPC, que ce soit OPC-DA ou OPC-UA, vous allez retrouver en fait un client OPC et un serveur OPC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est toujours le client OPC qui va se connecter au serveur OPC. Ce serveur OPC, cette fois-ci, va faire office de gateway en fait entre l'équipement et le client OPC. Comme là, par exemple, vous pouvez le voir
sur ce schéma, vous avez, on va prendre un exemple, un automate Schneider qui communique nativement en mode bus. Eh bien, le serveur OPC va faire office de gateway, va être capable de récupérer les données en mode bus pour les remettre à disposition en OPC pour que du coup le client OPC envoie cette requête et récupère les données en OPC. Pour parler, excusez-moi, pour parler un petit peu des fonctionnalités de l'OPC, eh bien, cette technologie a été créée déjà pour avoir accès à plusieurs sources de données, pour faire communiquer des appareils entre eux, des applications entre eux. Vous avez aussi la possibilité de gérer de la redondance avec l'OPC dans des architectures dites critiques, et vous avez aussi de la gestion des données. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OPC, ça a été créé il y a plus de 20 ans. Donc, bien sûr, aujourd'hui, cette technologie comporte des limites. Ces limites vont être notamment, cette technologie, elle dépend du COM-DECOM de Windows. Mais nous allons détailler ce fameux COM-DECOM un peu plus tard dans la prochaine slide de ce webinaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute sa sécurité est basée dans l'OS et sur les accès et les droits de Windows. Et vous avez aussi une représentation du modèle d'information qui va être assez simple. C'est-à-dire, on va se contenter de name, value, quality et timestamp. Pour revenir sur le COM-DECOM. La technologie OPC a été créée par Microsoft, d'accord, en utilisant déjà du coup le COM-DECOM pour transférer des données d'un client OPC à un serveur OPC. Un OPC serveur est une application Windows et un OPC client est une autre application Windows. Ça peut être Excel, Word, etc. L'information principale en fait à retenir est quand les services tournent sur la même machine, on utilise le COM. Comme par exemple quand on prend des données sur Word et qu'on les colle sur Excel, eh bien on utilise la technologie COM. Par contre, le DCOM, la grande différence, c'est quand on utilise différents services qui tournent sur différents ordinateurs à distance, on utilise cette fois-ci le DCOM. Eh bien, comment ça se passe quand la connexion se produit sur la même machine? Le classique client et le classique serveur sont des applications Windows qui vont tourner sur le même ordinateur comme le schéma vous le montre là. Et communiquent via un service COM qui est basé sur des droits et des users de Windows. Du coup, là, normalement, on va pas rencontrer de problème de com. D'ailleurs, on n'entend jamais trop de problèmes de com. Les problèmes sont plutôt sur le DCOM. Et on y vient. Que se passe-t-il quand il y a une connexion à distance? La grande différence, en fait, réside dans la connexion entre deux applications qui sont cette fois-ci distantes. En fait, on va devoir, entre les deux applications COM, configurer ce fameux DCOM. Sur deux machines différentes, en plus, vous allez peut-être avoir deux réseaux différents, des firewalls au milieu. Configurer le DCOM est assez contraignant, assez compliqué, ça prend du temps. D'ailleurs, on a une formation de plusieurs heures dédiée sur la formation du DCOM. Et en plus qu'elle soit longue et contraignante, elle comporte aussi beaucoup de limites. En effet, les connexions DCOM sur des machines distantes vont souvent en fait posséder une architecture avec deux machines différentes. Et qui dit deux machines différentes, comme on peut le voir sur cette architecture, on a souvent des firewalls au milieu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le DCOM, il n'est pas compatible avec les firewalls. Pourquoi? Parce qu'en firewall, en fait, il va fermer la plupart des ports entre deux ordinateurs. Et le DCOM, lui, utilise en fait des ports par défaut pour se connecter. C'est-à-dire, quand un client OPC se connecte à un autre serveur OPC, en fait, il va utiliser un port au hasard entre le 1024 et le 65535. Et on ne va pas savoir à l'avance, en fait, quel port va être utilisé. Et ça, quand on relance la machine, quand on arrête et on restart le service, un autre port va être utilisé au hasard. Du coup, en plus, aujourd'hui, il est normal dans notre quotidien de transférer des données entre des machines distantes, entre des firewalls, entre des réseaux.
C'est donc aussi une des grosses limites que possède l'OPC classique. En plus de ces limites, nous avons un durcissement du DCOM. Ça, c'est une autre raison de pourquoi la configuration du DCOM n'est pas recommandée. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Windows 2022, Microsoft a patché les nouvelles versions de Windows car ils ont considéré les connexions DCOM comme des failles de sécurité. Beaucoup de choses ont été rajoutées concernant ces connexions DCOM, mais pour en savoir plus sur le DCOM, si vous voulez, en fin de réunion, vous allez pouvoir nous envoyer vos architectures et on va pouvoir les analyser pour vraiment vous détailler si vous allez être impacté sur ce DCOM hardening ou non. Ce qu'il faut savoir aussi sur le durcissement du DCOM, c'est que maintenant, il y a un minimum de niveau d'authentification qui est requis avec l'intégrité des paquets. Mais bon, aussi, il faut savoir que toutes les connexions COM ne sont pas affectées. Par contre, euh, maintenant, la question et la deuxième partie du webinaire sont les solutions à ce fameux problème de DCOM. Est-ce qu'il y en a? Eh bien, oui. Une des solutions est donc le tunneler, qui fait aujourd'hui aussi l'objet de notre webinaire. Comment on va pouvoir s'affranchir du DCOM quand on a deux connexions comme vous pouvez le voir là sur un classique client et un classique serveur à distance? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir installer un tunneler du côté du classique client et un autre tunneler du côté du classique serveur. Ça va créer en fait une sorte de tunnel et la seule chose à faire est d'entrer l'adresse IP de la machine du coup qui est à distance. Ce tunnel, une fois créé, le client au PC va être en capacité de se connecter à la machine du serveur au PC cette fois-ci, et il va pouvoir visualiser tous les serveurs au PC qui sont disponibles sur le serveur, sur le classique serveur, comme s'il était en local en fait. Le tunneler va pouvoir être paramétré et utiliser un seul et même port. Du coup, plus de problème de firewall. Mais nous pouvons passer à la démo afin de simuler ce cas d'usage. Je vais laisser la parole à Hugo. Merci Axel. Donc, comme l'a mentionné mon collègue, nous allons donc vous présenter le Matricon OPC Tunneler DA qui va nous permettre donc d'accéder à une donnée DA à travers le réseau Internet, à travers un port unique et donc en nous affranchissant de la configuration du DCOM. Comment ce test va fonctionner? Nous allons donc installer sur la machine serveur un Matricon OPC serveur pour Modbus et un Matricon OPC classique simulation serveur. Et ensuite, grâce à notre logiciel, nous allons pouvoir y accéder sur une seconde machine client qui, elle, sera située dans le réseau Internet. Sans plus entendre, je vais donc vous partager la configuration de la machine serveur. Donc sur celle-ci, nous avons donc configuré deux clients qui sont les clients. Alors, nous avons un petit ralentissement sur la machine. Je vais relancer la connexion immédiatement. Donc, sur celle-ci, nous avions donc configuré deux clients qui sont les Modbus serveurs et le Matricon simulation serveur. Ceux-ci sont donc accessibles avec le Matricon OPC Explorer qui est en train de se connecter. Donc, comme nous voyons, une fois lancé, le logiciel va scanner la machine et va donc nous montrer des tags qui ont été préconfigurés pour ce webinaire. Ensuite, nous allons donc pouvoir y accéder à travers le tunneler. Donc, le tunneler, comme expliqué précédemment, comprend deux parties, une partie serveur et une partie client. Au niveau de la sécurité, c'est un logiciel qui répond aux normes actuelles de sécurité, offrant donc une possibilité d'encryption, une possibilité de définition d'accès par user, ainsi qu'une possibilité de restreindre les tags et donc les automates qui seraient partagés à travers ce tunnel. Enfin, il est possible de paramétrer les accès réseau avec donc
un logging, un port par défaut qui est le 21379, ainsi que plusieurs paramètres, notamment le Only One Connection qui nous permet de sécuriser cette donnée. Nous allons donc maintenant passer à la machine client afin de créer ce tunnel. Alors nous avons quelques ralentissements. Je vais également relancer la connexion de cette machine. Voilà, parfait. Voilà, donc comme nous voyons cette adresse, cette machine se situe donc sur le même réseau. Cependant, afin d'y accéder, nous allons devoir utiliser le tunneler. Nous allons donc d'abord faire une démonstration de connexion avec l'OPC Explorer à travers le réseau, utilisant justement le DCOM, afin de vous montrer que cet accès n'est pas possible sans une configuration préalable. Lorsque nous lançons la connexion, nous avons immédiatement une erreur DCOM. L'erreur est un accès refusé. Afin de permettre cela, nous allons donc lancer le tunneler et créer ce tunnel. Donc nous avions le tunneler lancé sur la machine serveur par défaut avec le port 21379 et nous allons donc configurer l'accès distant. Cet accès se fait de façon très simple. Il nous suffit de rentrer l'IP et le port. Ensuite, nous allons cocher par défaut le paramètre Retry Forever, qui est une des qualités de notre logiciel. Ce paramètre-là répond aux normes de sécurité actuelles, mais nous permet surtout de répondre aux problèmes réseau qui pourraient se passer au sein d'une même infrastructure. Étant donné que notre serveur va tourner en tant que service en tâche de fond et que s'il y a une coupure de connexion, il va se reconnecter automatiquement. Donc nous allons lancer la connexion. Très vite, il va trouver le logiciel tunneler sur la machine hôte et va donc nous lister les serveurs sur lesquels nous avions hébergé notre configuration. Nous allons donc pouvoir browser à nouveau notre machine et nous allons voir les tags comme s'ils étaient présents sur cette même machine. Donc nous allons nous connecter au Matricon OPC Modbus ainsi que à l'OPC Simulation et nous allons pouvoir récupérer les tags configurés pour ce test avec les mêmes valeurs. La configuration est donc très facile, se fait en un clic et est donc accessible à n'importe quel utilisateur avec très peu de configuration. Enfin, il est important de noter, si besoin est, que tous ces logiciels possèdent un fichier de log qui est lisible et accessible et qui nous permet donc très facilement de débugger les problèmes s'il y en a. Je vais maintenant redonner la parole à mon collègue afin de passer à la seconde présentation qui concernera le Matricon OPC UA Wrapper. Eh bien, merci Hugo pour cette première petite démonstration. Là, ce schéma résume un petit peu ce que vient de faire mon collègue Hugo. Donc vraiment, comme vous l'avez vu, la configuration d'un tunneler côté client OPCDA, puis le link entre le deuxième tunneler qui, cette fois-ci, va être du côté serveur OPCDA. On a parlé des architectures de l'OPC classique. Maintenant, nous allons aborder l'OPC UA. Avec toutes les limites de l'OPC classique, on va plus maintenant s'attarder à l'OPC UA. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, les besoins de l'industrie moderne nous forcent à communiquer, notamment avec des machines distantes, en passant par l'IT, en passant par différents réseaux, en traversant des firewalls. Donc, toutes ces raisons expliquent la naissance de l'OPC UA. Les principaux changements entre l'OPCDA et l'OPC-UA, eh bien, une des grandes différences à retenir est que l'OPC-UA crée sa propre connexion indépendante de Windows.
C'est-à-dire que l'OPC-UA n'utilise pas la technologie comme des COM de Windows. Nous pouvons l'utiliser sur Linux, etc. Et la sécurité aussi n'est plus basée sur les permissions entre les users de Windows, c'est vraiment basé sur un échange de certificats. On constate aussi que dans l'industrie, la partie OT migre beaucoup plus lentement comparé à la partie IT, là où des applications IT sont mises à jour tous les 5-6 mois. Bien, il est difficile dans la partie OT de mettre à jour un parc d'automates tous les ans, surtout quand des automates ils vont tourner en production, ils marchent. C'est un peu plus compliqué. C'est pour cela que le tunneler va avoir plusieurs configurations. Il supporte une architecture classique, comme on l'a vu là en première partie du webinaire, c'est-à-dire quand vraiment on a un classique client et un classique serveur, mais aussi il va supporter des architectures dites hybrides, avec cette fois-ci, par exemple, un classique client qui va se connecter à un OPC-UA serveur, ou à l'inverse, un OPC-UA client qui va cette fois-ci se connecter à un classique serveur. Mais maintenant, nous allons passer à la démonstration de ces deux autres configurations qu'on va appeler OPC UA Proxy et UA Wrapper. On va commencer par le wrapper pour vous imager la continuité en fait de la démonstration. Euh, on va cette fois-ci configurer en fait le wrapper du côté du OPC DA Server. Hugo, je te relaisse la main. Merci Axel. Donc, comme expliqué par mon collègue, nous allons donc maintenant vous montrer qu'avec notre logiciel, nous pouvons aussi connecter un SCADA de type UA à un serveur contenant des données d'OBCDA. Cela se fera de la même façon que la première connexion. En quelques clics, notre logiciel va vous permettre d'accéder à ces données sur une machine distante. Donc, nous allons retourner sur les mêmes machines et la configuration se fera cette fois-ci en quelques clics. Donc, un des avantages du Matricon OPC Tunneler est que lors de son installation, il va automatiquement créer ce service que l'on appelle le Matricon OPC UA Wrapper pour, comme OPC serveur, donc serveur OPC-DA, et va les rendre accessibles en UA. Nous voyons donc qu'une fois initialisé, le service va immédiatement mapper les serveurs sur la machine distante et nous permettra d'y accéder. Au niveau des sécurités, nous avons donc, cette fois-ci pour le test, autorisé la connexion anonyme et sans username, password ou bien certificat. Cependant, effectivement, dans l'industrie, il est conseillé de les activer. Enfin, ce service fonctionne par un échange de certificats que vous allez donc pouvoir accepter ou refuser et aussi historiser. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la démonstration sur la machine client. Voici. Donc là, nous sommes retournés sur la machine client et nous voyons toujours la configuration précédente. Nous allons donc établir ce tunnel afin de le connecter à cette adresse-là. Donc, nous avons utilisé le port par défaut. Il suffira donc de rajouter la configuration avec l'IP de la machine distante. Le port par défaut est le port 21381 et comme dit précédemment, nous allons nous connecter en anonyme. La connexion est immédiate et nous retrouvons donc les tags qui ont été mappés précédemment. Nous allons donc reprendre un tag de simulation par défaut et nous voyons que nous pouvons accéder en un clic à toutes les données du serveur distant. Il est aussi possible de filtrer cette vue en utilisant uniquement l'alias configuré précédemment. La connexion se fait immédiatement et c'est donc aussi simple que ça. Enfin, nous allons donc passer à la troisième démonstration
qui concernera la connexion du classique OPC client à travers l'UA proxy de Matricon et qui nous permettra de visualiser des données d'un serveur UA à travers le classique client Matricon DA. Donc pour vous résumer les trois fonctionnalités, donc tout d'abord, nous avons vu le classique client, tout classique serveur, pour lequel il est nécessaire d'utiliser un tunneler sur la machine client ainsi que sur la machine serveur afin d'établir ce pont en travers les deux machines en utilisant la technique OPCDA. Enfin, nous vous avons montré la fonctionnalité de l'UA Wrapper avec lequel nous pouvons accéder avec uniquement un client UA sur une machine distante aux données DA d'une machine serveur sur laquelle a été lancé l'OPC UA Tunneler qui, je vous le rappelle, est installé et configuré par défaut. À présent, nous allons donc vous montrer la fonctionnalité du proxy. Donc, nous avons donc mis un serveur UA avec un logiciel tierce et nous allons y accéder sur notre machine client à travers l'OPC DA Explorer. Au niveau de la configuration, celle-ci est aussi basique. Nous avons donc notre serveur OPC UA avec un port défini accessible en connexion anonyme pour le test. Et nous avons configuré quelques tests, quelques tags de valeurs qui représentent un automate avec des valeurs de niveau, de pression et de température que nous allons maintenant retrouver sur la machine distante. Donc, afin de faire cela, il va nous falloir lancer le proxy sur la seconde machine. Donc, nous retournons sur notre tunneler. Nous allons donc créer la connexion. Tout d'abord, il est nécessaire de définir une private key password. Cela a été fait en amont. Et enfin, une fois que nous allons rajouter l'IP et l'adresse du serveur distant, nous allons immédiatement le retrouver et nous allons pouvoir accéder à sa donnée. Donc, nous voyons qu'en un seul clic, le serveur va nous retrouver les valeurs du serveur OPC UA et qui va nous permettre de créer la connexion. Nous allons avoir un warning car cette connexion-là se fait en none et en anonymous, comme cité précédemment. Une fois le certificat accepté, nous allons devoir re-rentrer des valeurs d'utilisateurs qui sont créées à l'installation du logiciel Matricon afin de sécuriser la donnée. Une fois la connexion établie, le status va passer en running et nous allons donc pouvoir retrouver ces valeurs mappées sur notre serveur OPCDA classique comme s'ils étaient sur notre machine. Nous allons donc actualiser la recherche et ces valeurs-là vont apparaître avec la hiérarchie qui aura été configurée en OPC UA. Alors, nous avons un problème de non-compliance. Nous allons donc retourner sur le service et réinitier la connexion. Il se peut que le service ait été arrêté sur la machine distante. Nous allons donc vérifier. Le state est effectivement en faillite. Nous allons donc relancer le service.
L'accès est toujours impossible. Nous allons donc passer sur une seconde machine de test sur laquelle cette configuration a aussi été faite. Donc nous retournons sur notre tunneler et nous allons recréer la connexion proxy. Nous avons l'alerte car la private key password n'avait pas été définie en amont. Nous la définissons, nous restons en connexion anonyme et nous allons pouvoir continuer avec la configuration du proxy. Comme cité précédemment, nous devons toujours entrer l'user qui a été utilisé lors de l'installation afin de créer ce tunnel. La connexion est créée et running. Nous allons donc maintenant pouvoir accéder à travers le Matricon OPC Explorer à ces données. Cette fois-ci, nous voyons que le state est running. Ce logiciel nous permet donc aussi effectivement de débugger en quelques secondes les problèmes de configuration qui seraient possibles à travers le log et les erreurs comme cité précédemment. Nous en retrouvons donc notre serveur distant et allons pouvoir récupérer donc des valeurs créées sur notre serveur UA distant. La qualité passe en good et la valeur est retrouvée immédiatement. Cela conclut donc notre troisième test, avec lequel nous avons donc montré que nous pouvions accéder à distance aux valeurs d'un serveur OPC UA avec une configuration basique grâce à notre logiciel. Néanmoins, comme vous l'avez vu lors du premier essai, il est important de bien configurer votre serveur OPC UA afin qu'il réponde aux normes de sécurité du serveur Matricon OPC Tunneler. Nous allons donc maintenant passer aux questions. Pour cela, merci de les écrire dans le chat si cela n'a pas été fait. Et je vais redonner la parole à mon collègue afin de mieux pouvoir les lire. Eh bien, merci Hugo pour tes trois démos. Pour anticiper peut-être les questions, alors je vais repartager mon écran. Pour anticiper les questions, je vais déjà répondre à l'une d'entre elles. Euh, pour tout ce qui est licence, ce qu'il faut savoir, c'est que le tunneler va pouvoir, en fait, sur une et même licence, pouvoir être configuré dans les trois cas que Hugo nous a montrés, c'est-à-dire avec une architecture OPC classique, avec une architecture hybride quand on a un client PCDA et un serveur UA, et aussi quand on a un client DA et un serveur UA. Ça, c'est le même tunneler qui va être capable de gérer ces trois cas. Donc, nous avons aussi possibilité avec un seul tunneler de se connecter à plusieurs sources, d'accord, de données. Du coup, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi des licences perpétuelles. Est-ce que peut-être qu'il y a d'autres questions sur cette présentation et sur cette démo? Je vous mets aussi mes coordonnées pour les personnes qui n'ont pas nos coordonnées. Ça, c'est mon numéro. Vous pouvez directement m'appeler
sur mon mobile ou bien m'écrire un mail sur cette adresse. Je pourrais vous les renvoyer en même temps que le recording à la fin de l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi, on a un département de formation pour tout ce qui est formation en OPCUA, en protocole de communication, en cybersécurité. On va être en capacité de vous former, vous et vos équipes, que ce soit en remote ou que ce soit sur place. Eh bien, écoutez, je crois que je vois pas d'autres questions dans le chat. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci encore une fois d'avoir rejoint et d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous transmettre à tous l'enregistrement pour pouvoir aussi le revisualiser. Et si vous voulez réeffectuer les tests qu'on vient de faire avec nos outils de simulation, on vous enverra aussi le link de toutes ces applications de tests. Eh bien, merci tout le monde et merci Hugo aussi pour ta démo. Merci à tous et à très bientôt, je l'espère, pour de nombreux projets. Merci, au revoir.